Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le titre que nous allons développer dans cette édition. Aux États-Unis, le Congrès vote à la très grande majorité la divulgation mondiale sur Internet du rapport mettant en cause Bill Clinton. La Douma a voté aujourd'hui l'investiture d'Evgueni Primakov. Le pays se dote d'un Premier ministre après plusieurs semaines sans gouvernement. Page spéciale dans ce journal avec à Moscou nos envoyés spéciaux. Louis Lepinsec, ministre de l'Agriculture, annonce une série d'aides aux éleveurs de porcs. Les éleveurs la jugent insuffisante. La fête de l'humanité à la Courneuve tout ce week-end. Reportage dans une section de militants de la région parisienne. Le président américain affirmait il y a peu qu'il vivait les jours les plus difficiles de son existence. Depuis la fin de l'après-midi, le Congrès a voté à une très large majorité la divulgation mondiale sur Internet d'une partie du rapport de Kenneth Starr qui met en cause Bill Clinton, un fait qui n'a pas de précédent, tant dans la forme que dans le fond. Le film de cette journée aux États-Unis, Philippe Gassot. À la cathédrale de Washington, pour la messe donnée en mémoire des victimes des attentats anti-américains, Bill Clinton ne fait pas les choses à moitié. Son côté pathétique, sa contrition, s'inscrivent dans sa stratégie du repentir. Hier, c'était à Washington, avant-hier en Floride, aujourd'hui c'est à la Maison-Blanche, devant les leaders religieux. Je sais qu'il n'y a pas de façon élégante de dire que j'ai péché. C'est important pour moi que tous ceux qui ont été blessés sachent que mes regrets sont sincères. En premier lieu, le plus important, c'est ma famille, mes amis, mon équipe, mon cabinet, Monica Lewinsky et sa famille, et le peuple américain. Je leur ai demandé à tous leur pardon. Hier soir, un puissant renfort, qui était resté jusqu'alors silencieux, est venu une fois encore à sa rescousse. Celle qu'attendaient les démocrates fidèles, Hillary a défendu son président. Je suis fier de son autorité, je suis fier de son mandat, et je suis fier de ce qu'il donne à son pays et à chacun de nous, chaque jour, par son action. Avant que la commission judiciaire du Congrès ne donne son avis sur la suite à donner au rapport Starr, il reste plusieurs semaines que le camp du président pourrait bien mettre à profit pour toucher, voire ébranler l'opinion. 63% des Américains pensent aujourd'hui qu'il ne doit pas être destitué, 61% qu'il ne doit pas démissionner. Il a fait une erreur, moralement discutable, mais je ne pense pas que ça affecte sa capacité à conduire le pays. Reste à savoir à présent si le rapport de Kenneth Starr, qui devrait être rendu public sur Internet dans les minutes qui viennent, sera de nature ou non à faire changer l'opinion. Et à Washington, nous vous rejoignons tout de suite. Philippe Gassot, vous le disiez, le rapport sera divulgué sur Internet dans les heures qui viennent. Pourtant, dès ce matin, de larges extraits étaient publiés dans la presse et notamment dans le Washington Post. Oui, il y a eu quelques extraits et on a eu l'impression, nous les journalistes en poste ici à Washington, qu'il s'agissait plutôt de voir écrites des rumeurs qu'on connaissait déjà depuis pas mal de temps. On a lu ce matin dans le Washington Post que, par exemple, Bill Clinton avait reçu une douzaine de fois dans son bureau ovale de la Maison-Blanche Monica Lewinsky et qu'il s'était vu de très près. On va même un peu plus loin dans ce journal. On indique que lorsqu'il avait des jeux interdits par la morale de la main droite avec Monica, il appelait de la main gauche un haut personnage du Congrès qui est derrière moi. Et dans le genre un tout petit peu compliqué du président, on indique d'autres jeux que je préfère ne pas commenter ici. Alors nous avons appris il y a quelques instants que la Maison-Blanche réfutait le rapport de Kenneth Starr en publiant un document de 73 pages. Est-ce que vous savez de quel document il s'agit ? Eh bien écoutez, c'est d'abord une stratégie. Vous savez, entre Kenneth Starr et la Maison-Blanche, c'est une guerre de stratégie. Alors, sortir le document, ça veut dire devant l'opinion américaine, eh bien, nous n'avons pas eu le document original, nous ne pouvons pas nous défendre, mais nous avons eu quelques rumeurs sur lesquelles nous allons parler. Et il est question, notamment dans ces 73 pages, du parjure du président. Lorsqu'on lui a demandé, Monsieur le Président, vous avez eu des relations sexuelles avec Monica? Il a répondu, face caméra, vous vous en souvenez, il a répondu non. Eh bien, dans ce document, que je n'ai encore pas lu, on dit par exemple que le président ne s'est pas parjuré, que simplement la question a été mal posée et qu'il ne s'agissait pas du tout du problème qui était évoqué, si vous voyez ce que je veux dire.
Merci Philippe Gassot. Nous vous le disions, les démocrates ont voté aussi à la très grande majorité la publication sur Internet du rapport du procureur. Cette semaine, quelques grands leaders de cette formation ont pris leur distance vis-à-vis de Bill Clinton. Pourtant, aujourd'hui, les militants de base tentent de resserrer les rangs. Dominique Darda. Hi folks, say hello to Geraldine Ferraro, running for the U.S. Senate. Meet Geraldine Ferraro, running Devant for la the gare de United Grand States Central, Senate. Geraldine Ferraro fait campagne pour les élections sénatoriales. Candidate malheureuse au poste de vice-président aux côtés de Walter Mondale en 1984, Jerry, comme l'appellent ses supporters, est l'une des grandes figures du Parti démocrate. Et à l'heure où à Washington, beaucoup dans son propre parti considèrent désormais Bill Clinton comme un pestiféré qu'il faut fuir, elle ne renie rien de son admiration pour un président qu'elle a contribué par 2 fois à faire élire. Après les primaires, il doit venir ici pour nous aider à collecter des fonds. C'est déjà prévu, et non seulement c'est prévu, mais nous avons tout fait pour ça, et nous nous réjouissons vraiment de sa venue parce qu'il est fabuleux. Vous n'essayez pas de prendre vos distances? Non? Pourquoi? Vous croyez que je devrais me méfier de lui? À son état-major de campagne, au beau milieu de la nuit, on tient le même discours. Le rapport de Kenneth Starr n'est pas encore rendu public, mais quoi qu'il contienne, on absout par avance Bill Clinton de ses péchés à demi avoués. Moi, personnellement, je n'ai pas le sentiment qu'il m'ait menti. On ne m'a pas encore prouvé qu'il ait menti. Il a peut-être oublié de nous dire des choses, mais je ne peux pas croire qu'il n'ait pas dit la vérité. Alors vous lui pardonnez? Je l'autorise tout simplement à être humain. Dans un petit restaurant du quartier branché de Chelsea, Geraldine Ferraro retrouve des militants démocrates de toujours. Si l'atmosphère paraît détendue, c'est parce que les sondages de la candidate sont bons. Mais quand on en vient à Bill Clinton, personne ne cache sa déception. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il ait été assez bête pour avoir cette liaison, alors que politiquement, c'était absolument stupide et que ça risquait de mettre en péril le reste de son action. C'était idiot. Tous ces démocrates n'espèrent plus qu'une chose, que les excuses 1000 fois répétées du président suffisent à le sauver jusqu'à la fin de son mandat, et que son parti, pour sa succession, se trouve un candidat vierge de tout reproche. Voyons à présent de quelle façon la classe politique française comprenait ou réagissait à cette affaire Lewinsky, propos recueillis par Arnaud Boutet et Yann Streff. Il y a encore quelques semaines, ces images faisaient sourire. Aujourd'hui, la classe politique française s'inquiète, elle craint les répercussions de la crise. À droite comme à gauche, on dénonce pêle-mêle les excès de l'Amérique. Si vous êtes infidèle, ça va n'intéresser absolument personne. Mais si vous êtes président des États-Unis, la justice devient inégale, puisque un acte qui serait complètement anodin venant d'une personne anodine devient un crime majeur quand il s'agit d'un puissant. Est-ce qu'aujourd'hui un procureur a le droit, pour assouvir son intégrisme, de mettre en péril la sécurité, la paix économique dans le monde? Nous allons au-devant de graves catastrophes. Est-ce que l'opinion américaine est suffisamment informée? Le procureur Starr et la majorité républicaine voudraient que l'État, les juges, les pouvoirs puissent s'immiscer dans la vie privée d'une personne, président ou non, alors que chacun a droit à son jardin secret. André Caspi balaye d'un revers de main l'indignation des hommes politiques. Ce spécialiste des États-Unis rappelle que Bill Clinton s'est servi de sa famille pour conquérir le pouvoir. Comme tous les présidents américains, il connaissait les risques. À partir du moment où ils utilisent leur famille, cela veut bien dire que leur vie privée n'existe pas. Leur vie privée est un outil. Il va de soi qu'en conséquence, lorsque cette vie privée fait l'objet d'accusations, ils ne peuvent pas à ce moment-là l'exclure de la vie politique. Scandale, démission. En France, ce scénario ne s'est jamais produit. En Amérique, si, c'était il y a plus de 20 ans avec le Watergate et le départ de Nixon. Et nous retrouvons maintenant à Washington Simon Serfati. Bonsoir, vous êtes politologue. Le président américain multiplie les confessions et les mea culpa. Tout à l'heure encore, il a présenté ses excuses à Monica Lewinsky. Plus qu'une stratégie, est-ce que c'est un aveu de faiblesse qui pourrait lui porter préjudice?
Oui, c'est un aveu auquel il ne peut pas échapper, mais ce faisant, évidemment, il est affaibli de plus en plus, politiquement puisque sa base l'abandonne, moralement puisqu'il confirme un certain penchant franchement pour le mensonge et surtout administrativement puisqu'il n'est plus à même de gouverner, la priorité des priorités pour lui est la survie. Est-ce que la destitution vous paraît désormais une hypothèse probable ? Pas probable, c'est encore très prématuré. Son grand avantage pour le président Clinton est l'affection qu'on lui porte. On aime l'aimer, l'inverse de Nixon que l'on aimait détester. Et je crois que sur la base des sondages qui lui restent favorables, il a la possibilité de se défendre et il entend le faire. Je suppose bien qu'on va ausculter de très près cette opinion publique dans les heures qui viennent et ce sera décisif. Tout à fait, c'est décisif. Il y a une petite fragilisation qui commence à s'amorcer dans la mesure précisément où le public américain qui lui rend hommage comme président constate qu'il y a détérioration des conjonctures locales, économiques, mais aussi conjonctures internationales, et cela pourrait également contribuer à l'affaiblir. Alors en France, M. Sarfati, on a un peu de mal à comprendre la gravité des événements. Ici, on regarde les choses avec une certaine indulgence. On a tort? Oui, je crois. Franchement, les Français comprennent l'Amérique aussi mal que les Américains ne comprennent la France. Les Américains, au long de leur histoire, se sont fait une certaine idée de la présidence. Cette idée était franchement bafouée. Elle était bafouée au fil des années, au fil des mois, au fil des semaines. Et on estime qu'il est un peu tard pour Clinton dorénavant de s'excuser de ce qu'il n'aurait pas dû faire en premier lieu. Merci M. Sarfati d'avoir répondu à nos questions en direct de Washington. Venons-en maintenant à la Russie qui met un terme, provisoirement en tout cas, à la crise politique qui secouait le pays avec l'investiture cet après-midi d'Evgueni Primakov. La Douma, à une très large majorité, a désigné au poste de Premier ministre cet ancien apparatchik, chef de la diplomatie soutenu par l'opposition et notamment par les communistes. Une solution de compromis, Gilles Rabin, Didier Dahan. Du monde politique russe, Primakov, ancien patron des services secrets, connaît toutes les bassesses et toutes les compromissions. C'est sans doute pourquoi il n'a même pas pris la peine de faire un vrai discours. Il s'est contenté d'énoncer quelques principes d'action avant d'annoncer qu'il ne prendrait pas de chef de parti dans son gouvernement, mais des professionnels, quelle que soit leur appartenance politique. Et si vous n'êtes pas vraiment décidé à me soutenir dans les mois qui viennent, ne votez pas pour moi. La pièce était jouée d'avance et le vote acquis. Et si le leader communiste Zyuganov déclare avoir gagné sa guerre contre le Kremlin, à la télévision ce matin, Boris Yeltsin estimait ne pas avoir perdu. Le plus important, c'est que Primakov n'est pas l'un de ces hommes malléables. Il ne sera pas manipulé, même par le président. La tension est retombée d'un coup. Il n'y avait plus aujourd'hui de banderoles devant la Douma. Ceux qui étaient là l'étaient souvent par hasard. Aujourd'hui, ils ont enfin trouvé un gouvernement. Moi, ma copine n'est pas venue à notre rendez-vous, alors peut-être que le sort de mon pays bien-aimé va m'aider à l'oublier. Gilles Rabin, vous êtes à Moscou. La Russie semble provisoirement sortir de l'impasse politique, marquant au passage l'affaiblissement notable de Boris Yeltsin. Oui, tout à fait, au prix de l'affaiblissement de Boris Yeltsin, mais aussi de ses adversaires politiques. Et d'abord les communistes qui ont laissé croire aux Russes un temps qu'ils voulaient le pouvoir et ont fini par reculer devant l'ampleur du désastre économique. Alors bien sûr, il restera de cette très longue et très grave crise politique que pour la première fois, le tsar Boris a reculé. C'est bien une fin de règne qui s'annonce dans la douleur et il faudra attendre pour savoir si la Russie, elle, en sortira gagnante un jour. Merci Gilles Rabin. Dans une quinzaine de minutes, nous reviendrons très largement sur les événements qui se déroulent en Russie. Nos équipes d'envoyés spéciaux avec Gilles Rabin, emmenés par Benoît Duquesne, vous proposeront dans le dernier tiers de ce journal une page spéciale. L'extrême nervosité des places boursières, et notamment celle de Francfort, particulièrement sensible aux événements qui se déroulent à Moscou. L'Allemagne paye le prix fort de la crise politique et économique russe. L'ambiance à Francfort, Jean-Paul Chapelle, Olivier Robert. Les boursiers sont de plus en plus irritables. Depuis un mois, Francfort a perdu le quart de sa valeur, plus de 1600 milliards de francs partis en fumée.
apparemment un problème de diffusion. Nous reviendrons peut-être sur ce sujet de Jean-Paul Chappell, que nous allons tenter de rejoindre en direct de Francfort. Je ne sais pas si la liaison fonctionne. Jean-Paul, vous m'entendez ? Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous reviendrons sur votre sujet. En tout cas, les marchés boursiers n'avaient pas besoin des nouveaux développements de l'affaire Monica Lewinsky aux États-Unis. Est-ce que vous ressentez déjà sur place à Francfort une onde de choc ? C'est vrai que les marchés ont horreur de l'incertitude et la possible destitution du président américain rajoute un risque supplémentaire. Cela dit, le vrai risque pour les États-Unis, c'est pas celui-là. Le risque, c'est que des pays d'Amérique latine craquent à leur tour, comme en Russie, un peu pour les mêmes raisons, à savoir des pays qui ont connu une forte croissance mais qui n'ont pas une assise financière solide. On l'a vu à Sao Paulo hier, la principale bourse d'Amérique latine qui a perdu près de 15% dans la journée dans la panique, et le mouvement ne peut que s'accélérer. Et revenons bien sûr à l'investiture de Primakov à Moscou. Est-ce que le nouveau Premier ministre peut apaiser la tourmente ? Seulement provisoirement, parce que l'Allemagne reste en première ligne, on l'a vu, c'est le pays qui a le plus prêté à la Russie. En tout, ça représente 100 milliards de francs. Alors, 100 milliards de francs qui ont peu de chances d'être remboursés. Cela dit, bien sûr, ces crédits bancaires ont été couverts, provisionnés. Il y a des assurances publiques qui l'ont couvert, mais au final, c'est le budget, donc le contribuable allemand, qui va devoir payer ces 100 milliards de francs, et c'est pas rien, c'est l'équivalent du trou de notre crédit lyonnais. Merci Jean-Paul Chappell. Un mot encore pour vous dire, vous parlez de l'agitation sur les places boursières. À Wall Street, à New York, les cotations sont toujours en cours, mais la bourse a clôturé hier à moins 3,2%. Aujourd'hui, Tokyo plonge d'un peu plus de 5%, Francfort 0,1%. Enfin, à Paris, la bourse a fini la séance sur une baisse de 0,31%. En France, le ministre de l'Agriculture, Louis Lepensec, a proposé aujourd'hui une série de mesures destinées à aider les éleveurs de porc. D'abord à travers un prêt de 420 millions de francs d'avance de trésorerie. Par ailleurs, 100 millions de francs seront débloqués pour les éleveurs en difficulté. Enfin, un report de paiement pour les charges sociales sera consenti. Les éleveurs de porc ne se disent pas satisfaits des mesures qu'ils jugent insuffisantes dans un climat de détresse, puisqu'aujourd'hui le cours du porc a atteint son plus bas prix depuis 25 ans. Voyons les réactions à ces aides consenties par Louis Lepensec. Reportage en Ille-et-Vilaine, Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Toute la matinée, Michel Cheval a attendu des nouvelles de Paris et des fameuses mesures d'aide annoncées ce midi par le ministre de l'Agriculture. Des mesures qui, comme les avances de trésorerie remboursables, lui semblent aller dans le bon sens, même si Michel avoue être un peu resté sur sa faim. Je suis un petit peu déçu parce que il y a une enveloppe de 420 millions de francs, mais malheureusement au niveau d'un élevage de 1500 truies, ça ne fera que 60 000 francs. Et est-ce que ces 60 000 francs suffiront pour emmener les gens alors que la crise ne va faire que s'amplifier dans les semaines à venir ? Mais pourtant, face à la crise, le monde syndical ne fait pas forcément front commun. Et pour la Confédération paysanne qui a rencontré cet après-midi Louis Lepensec, les aides doivent d'abord aller aux exploitations les plus fragiles et non aux élevages quasi-industriels qui se sont parfois développés dans l'illégalité. Il nous faut absolument qu'à chaque fois qu'il y a un éleveur en difficulté, on prenne tous les moyens pour les maintenir, et que si une diminution de production il doit y avoir, c'est bien dans les grands élevages, et surtout dans la partie illégale qu'on doit supprimer la production au niveau communautaire. L'Europe, justement, les éleveurs entendent bien obtenir aussi des avancées de Bruxelles, au motif que désormais, la crise n'a plus de frontières. Aujourd'hui, la crise n'est pas française, la crise est bien européenne. Tous les bassins de production aujourd'hui européens sont confrontés à cette crise. Donc il me semble, je dirais, sans doute impensable que la Commission, la semaine prochaine, ne comprenne pas, ou le ministre ne comprenne pas la semaine prochaine, qu'il y a urgence de prendre des décisions au niveau européen. Et si ministres et commissions ne le comprennent pas, les éleveurs de porc, eux, ont bien l'intention de continuer à se rappeler à leurs bons souvenirs. La hausse des prix en France a été de 0,2% au mois d'août, après une baisse de 0,4% en juillet. Les prix de détail sont légèrement en hausse sur les 12 derniers mois, plus 0,7% selon les chiffres provisoires de l'INSEE. En Corse, après la publication du rapport parlementaire mettant en cause la gestion de l'île, voyons la réaction sur place de quelques élus locaux qui disent n'avoir rien à se reprocher. Claude Sampère, Patrick Desmully. L'indispensable sursaut, le titre du rapport des parlementaires à la une de la presse locale.
Aujourd'hui, ce qui est frappant dans l'île, c'est la réaction des élus locaux. À la lecture des paragraphes très sévères les concernant, aucun n'a sursauté. Vous ne vous sentez pas du tout visé par certaines attaques qu'il y a dans ce rapport? Ah non, je ne me sens pas visé. Je dirais même que j'ai trouvé des éléments de satisfaction. Les nationalistes, également critiqués, retiennent avant tout les reproches adressés à l'État et ils ironisent sur la mise en cause des élus locaux. Paris fait mine de se rendre compte aujourd'hui des turpitudes de ces élus qui, moyennant leur allégeance totale à la France, ont pu faire absolument n'importe quoi en Corse. Seul le président du Conseil général de Haute-Corse développe un discours plus nuancé. Peut-être que nous avons les uns et les autres manqué de responsabilité. Vous aussi, par exemple? Écoutez, j'ai pas le sentiment d'avoir commis de faute pénale. J'ai le sentiment, depuis 15 ans, je suis maire, ou 17 ans, je réclame à corps et à cri, et parfois au péril de ma vie, l'application des lois de la République et publiquement. Mais j'en ai peut-être pas fait assez. Tiens, moi aussi, après tout. Peut-être qu'on pouvait aller plus loin. Eh bien, maintenant, je dis que ce document est excellent. Il parle du passé, c'est très bien. Il faut qu'il parle aussi de l'avenir. Il faut qu'on se retrousse les manches et il faut qu'on obtienne que cette île se redresse. Tous les élus de l'île soulignent la qualité du rapport d'enquête, mais chacun semble en faire sa lecture en oubliant les critiques. Le projet de pacte civil de solidarité continue d'enflammer les esprits. Après les déclarations hier du nouvel archevêque de Lyon, Monseigneur Billet, président de la conférence épiscopale, les réactions sont tranchées. Sophie Mézel. Le mariage en danger, la famille affaiblie. Après la prise de position d'associations familiales catholiques, c'est au tour de l'Église de se prononcer contre le pacte, qui prévoit de donner un cadre légal, notamment en matière sociale et fiscale, aux couples non mariés, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Et c'est bien là que le bas blesse pour certains, comme Monseigneur Billet, qui dénonce une légalisation déguisée du mariage homosexuel. On ne peut pas ignorer qu'en fait, cette loi aura été, si elle passe, voulue comme un premier pas dans une direction que nous connaissons. Ces propos ont provoqué un vif émoi dans les milieux homosexuels. Si les associations ont préféré se concerter avant de réagir, Jean, qui vit avec Éric depuis 8 ans, s'est personnellement montré très choqué. Légaliser l'homosexualité, moi j'ai pas l'impression d'être un criminel. Enfin, légaliser le cannabis, c'est des termes complètement déplacés. Enfin, sa religion dit que Dieu est amour et tolérance, et là en l'occurrence c'est l'intolérance à l'état pur. Les opposants du Pax n'y voient souvent qu'une mascarade de mariage, un pied de nez à l'institution républicaine. Ce contrat pourrait pourtant demain, s'il est entériné, concerner des millions de citoyens. Ce n'est pas un texte destiné aux homosexuels, mais à tous les Français, car nous faisons bien la différence entre l'individu et le citoyen. L'État n'a pas à se mêler de la vie privée des gens. Cette proposition de loi sera présentée le 9 octobre devant l'Assemblée nationale. On sait déjà aujourd'hui, d'après les sondages, qu'une majorité de Français se prononce en sa faveur. La fête de l'humanité, traditionnel rendez-vous des militants à la Courneuve, Alban Mikosi et Éric Delagneau ont suivi cette semaine une section de communistes de la région parisienne. En préparant la fête, ils débattent sur l'avenir du parti avec cette question récurrente, comment être au gouvernement et au Parti communiste. Romainville, cité Youri Gagarine. C'est pas le genre de quartier qui figure dans les guides touristiques. Nous sommes mardi et c'est le jour du porte-à-porte. Bonsoir. C'est les communistes, on vient vous proposer la vignette de la fête de l'humain. Bien sûr. Nous sommes dans un bastion du PC dont les candidats sont régulièrement élus au premier tour. Pour les militants, ces journées juste avant la fête sont l'occasion d'écouter les électeurs, ceux notamment qui trouvent que le gouvernement mène une politique pas assez à gauche. Ah oui, parce que nous, en tant que communistes, on n'est pas forcément toujours très à l'aise par rapport à ce qui se fait au gouvernement, qui ne correspond pas forcément à l'attente qu'on peut avoir nous. Si on veut arriver au changement dont les gens souhaitent, eh bien je crois que les gens, il faut qu'ils s'en mêlent, tout simplement. Alors, pour infléchir la politique du gouvernement, la section de Romainville multiplie tracts et pétitions pour un relèvement du SMIC, par exemple. En ce milieu de semaine, les militants vont aussi à la Courneuve préparer leur stand pour la fête de l'UMA. Avoir des ministres au gouvernement est une chose, oublier ses convictions une autre, même si cela donne lieu à un peu de patinage au sein de la majorité. C'est nous qui faisons avancer dans notre bataille
qui vont faire avancer les choses. Hein. On ne peut pas laisser nos ministres ou les ministres le faire tout seuls. Hier soir, le stand était fin prêt, la convivialité traditionnelle respectée, mais les militants de Romainville attendent de la direction du parti non seulement qu'elle les écoute, mais surtout qu'elle les entende. La ville de Sète, dans l'Hérault, privée d'eau potable depuis cet après-midi. Les orages du début de la semaine sont à l'origine d'une pollution bactériologique, a annoncé la mairie. La municipalité recommande de boire de l'eau minérale ou de l'eau bouillie. Les analyses pratiquées pourraient durer 48 heures. Nouveau développement dans l'affaire qui oppose Richard Virenque et le président de la Fédération française de cyclisme, Daniel Ball. Daniel Ball accuse le coureur de Festina de l'avoir menacé. Des propos qui sont fantaisistes, répond le champion. Philippe Visserias, Nathanaël de Rinxin. Chaque matin, lorsque l'équipe Festina se présente au départ, c'est vers lui que les supporters se dirigent. Sur le Tour d'Espagne, Richard Virenque n'a rien perdu de sa popularité. Mais son retour en France s'annonce difficile. Dernier épisode du feuilleton Festina, Daniel Ball, président de la Fédération française de cyclisme, affirme que Richard Virenque l'a menacé. D'après lui, le coureur voudrait faire courir le bruit selon lequel Daniel Ball, autrefois cycliste amateur, se serait dopé dans sa jeunesse. Et puis ça a été une ou l'autre menace en disant je vous salirai à titre personnel. Bon, comme je lui ai répondu, mon problème n'est pas d'être sali à titre personnel, surtout si les arguments utilisés sont vraiment pas très intéressants. Ce matin, Richard Virenque a démenti avoir tenu de tels propos. J'ai une conversation, on a discuté de choses et d'autres, mais comme avec Verbruggen, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, dire que je l'ai menacé, c'est surprenant. De toute façon, tout ce qui se passe, c'est surprenant. Ce bras de fer psychologique se produit à un moment crucial pour le coureur. L'Union cycliste internationale a demandé à la Fédération française de prendre des sanctions exemplaires contre les 5 Français de l'équipe Festina impliqués dans le scandale du dopage. Richard Virenque risque de 6 à 12 mois de suspension. Il pourrait ne pas être retenu en équipe de France pour disputer les championnats du monde en octobre prochain. La commission de discipline doit entendre Virenque dès son retour d'Espagne, dans un climat, on le voit, loin d'être serein. Spectaculaire collision au Grand Prix multicoque de Royan. Le trimaran vert et blanc de Franck Camas a été violemment percuté par le bateau de Francis Joyon. Des dégâts importants. Le flotteur du bateau de Camas a été endommagé, ce qui pourrait remettre en cause sa participation au départ de la route du Rhum en novembre prochain. En effet. Retour à l'étranger, en Iran, bruit de bottes à la frontière avec l'Afghanistan, des manœuvres militaires avec cet après-midi des avions militaires iraniens qui ont atterri au centre de l'Afghanistan. L'Iran qui a annoncé son intention de se venger du meurtre des diplomates par les talibans. Extrême tension en Israël et dans les territoires palestiniens après la mort de 2 des chefs militaires du mouvement Hamas abattus par un commando israélien. Le mouvement intégriste a juré de les venger. Charles Anderlin. C'était l'accrochage le plus sérieux de la journée. Il a opposé l'armée israélienne à des jeunes lanceurs de pierres à l'entrée d'une implantation près de Ramallah. La police palestinienne a dispersé les manifestants. Pas de violence au cours de défilés d'islamistes à Naplouse et à Gaza. Partout les mêmes slogans, vengeance, vengeance et aussi riposte à Tel Aviv. La Cisjordanie et Gaza sont bouclés alors que dans tous les lieux publics d'Israël, la sécurité a été renforcée. Les menaces du Hamas sont prises très au sérieux. Adel Awadallah était le chef de la branche militaire du mouvement intégriste. Il a été tué hier soir, ici, près de Hébron, en compagnie de son frère Imad, évadé d'une prison palestinienne le mois dernier. Tous deux étaient accusés d'avoir organisé des attentats faisant 21 morts israéliens à Jérusalem. Amer, le 3e frère, lui aussi détenu par la police de Yasser Arafat, a été libéré ce matin. Il accuse les services spéciaux palestiniens d'avoir collaboré avec les Israéliens. Lui aussi jure qu'il se vengera.
Je vous propose maintenant cette page spéciale consacrée aux événements qui se déroulent en Russie. Nos équipes d'envoyés spéciaux, aux côtés de notre correspondant permanent, vont nous faire vivre et comprendre comment à Moscou et à l'extérieur de la capitale, la population ressent la crise économique. Mais d'abord, voyons comment l'investiture de Evgueni Primakov a été ressentie aujourd'hui. Le film de la journée, nous retrouvons Benoît Duquesne. Bonsoir, nous sommes devant la Maison Blanche. C'est ici qu'en 1993, Boris Eltsine avait dû recourir à l'armée, aux chars, pour dénouer la dernière grande crise politique qu'ait connue la Russie. Cette fois-ci, vous le savez, le scénario n'a pas été le même, avec l'arrivée au 3e tour, l'arrivée in extremis, c'est presque surprise, d'Evgueni Primakov, un homme, on vous le disait tout à l'heure, de compromis, un homme en tout cas d'appareil, qui a connu quasiment tous les dirigeants et tous les régimes, et qui a connu aussi les services secrets, ce qui fait de lui quelqu'un à la fois de respecté mais de redouté par la classe dirigeante politique. Alors dès que la nouvelle a été connue, eh bien, Didier Dahan, Dorothée Oliéric et Franck Brisset ont voulu se rendre dans une banlieue de Moscou pour voir comment cette annonce avait été appréciée. À Moscou, la rue de la Paix est située dans un quartier modeste. Ici vivent professeurs, architectes et commerçants, la classe moyenne moscovite. Mais pas question de monter avant d'avoir interrogé la constituante. Primakov, c'est l'homme qu'il nous faut. Il est 21h, l'heure des informations. La famille Medrich ne sait pas encore quoi penser de Primakov. Je me suis marié la veille de la crise et je suis parti 2 semaines en vacances, en voyage de noces. Quand je suis rentré à Moscou, j'ai retrouvé un autre pays. J'étais vraiment en état de choc. Je n'en suis toujours pas revenu. Leur voisin, comme beaucoup de moscovites, est en pleine dépression à cause de la crise. Quand je vois toutes ces vieilles femmes qui n'ont pas d'argent et ne peuvent rien acheter, ça me déprime. Je partage vraiment leur souffrance. Est-ce que Primakov va résoudre cette crise? Enfin, ça, c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Franchement, moi, je doute. Mais je crois pas que ça va calmer grand monde. À quelques kilomètres de là, dans la nuit moscovite, les jeunes, comme si la crise n'existait pas. Bien sûr, la vodka est plus chère, mais pour ressortir, c'est s'accrocher à leur liberté. Il y a quelques jours, on était à 2 doigts de la guerre civile. Maintenant, on respire, je crois qu'on est passé à côté. Penser même une seule seconde que le rideau de fer allait retomber, je ne le peux pas, je ne le veux pas. Maintenant qu'on connaît cette vie avec les bars et tout, on ne pourrait pas y renoncer. Il y a 7 ans, il n'y avait ni bar ni discothèque à Moscou. Pour ceux qui ont 20 ans, 7 ans, c'est une éternité. L'autre réaction très attendue à cette décision des politiques de la Douma, c'est bien sûr celle des financiers, autrement dit des oligarques, comme on les appelle ici, ces hommes qui tiennent en quelque sorte l'économie russe et qui se sont enrichis dans des proportions incroyables en l'espace de seulement quelques années. Eh bien, a priori, cette décision est plutôt bien appréciée, pas forcément parce qu'ils pensent que l'économie va se redresser, mais au moins parce que, disent-ils, cela met fin à l'instabilité politique. Alors nous sommes rendus avec Franck Brisset et Didier Jolin dans une des rares banques qui a accepté de nous recevoir. Il faut dire que c'est peut-être la seule qui tire à peu près son épingle du jeu. Et vous allez le voir, la situation financière est toujours très très délicate. Réunion d'investissement dans une grande banque de Moscou. Ici, la crise russe, on l'analyse, on l'anticipe. De son évolution dépendront les bénéfices éventuels ou surtout les pertes. Et ici, l'arrivée de Primakov est perçue comme une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, si l'on tient compte du fait que la Russie était sans gouvernement depuis des semaines. Oui, mais ce que je redoute, c'est que Primakov n'a qu'une formation de macroéconomiste et qu'il ne connaît pas réellement le fonctionnement des marchés. La plupart des analystes sont anglo-saxons ou bien russes formés dans les grandes écoles occidentales. C'est peut-être pour ça qu'Alpha Bank est une des rares à résister à la déroute du système bancaire. Thierry Malray fait partie de ces financiers avertis dont les avis sont aussitôt répercutés aux investisseurs étrangers. C'est difficile d'être optimiste pour la Russie. Les perspectives sont extrêmement sombres pour les mois qui viennent. Parce que le pays est en train de s'enfoncer dans l'hyperinflation. Et que l'hyperinflation, ça se termine toujours mal. Dans la dislocation de l'économie et des troubles sociaux le cas échéant. Car si Alpha Bank ne s'en sort pas trop mal, elle a quand même licencié la moitié de son personnel. Quant aux autres banques, elle s'était lancée avec le gouvernement dans une espèce de folle cavalerie. Aujourd'hui, elles ferment les unes après les autres et les épargnants ne peuvent même plus retirer leur argent. On leur a confié toutes nos économies. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas nous donner d'argent. Ils ne délivrent que des reçus.
Pendant ces années de libéralisme débridé, quand $1 s'investissait en Russie, 10 autres quittaient le pays. Quelques-uns y ont trouvé fortune, les autres doivent payer la note. Alors on l'a vu dans ce reportage, ce sont les classes moyennes, les petites gens et d'une façon générale tous les travailleurs d'État qui sont le plus touchés par la crise, qu'ils soient fonctionnaires ou surtout retraités pour lesquels la situation est encore pire. Et puis pourquoi? Eh bien tout simplement parce que leurs salaires sont dérisoires et parce que ces salaires ne sont pas toujours versés ou en tout cas pas versés dans les temps. Il faut attendre quelquefois 1 mois, 2 mois, voire plusieurs années dans les cas extrêmes. Alors que fait-on? Eh bien on se débrouille et il est courant ici de voir des gens effectuer une autre journée de travail après leur journée de travail officielle. Dorothée Oliéric et Didier Dahan ont suivi un couple de diplomates en retraite. Sous Gorbatchev, c'était des privilégiés. Aujourd'hui, il leur faut eux aussi se débrouiller. Sur les murs de leur petit appartement, les souvenirs d'une vie. Le couple a connu le Cambodge, l'Italie, le Maroc ou encore la France. Tous deux faisaient partie du sérail. Lui était ambassadeur de l'ex-URSS. Aujourd'hui, ils sont des retraités presque comme les autres. Ils vivent avec une pension de 500 francs par mois. Avec notre retraite, nous n'achetons que de la nourriture et de temps en temps livres et journaux. Donc une épouse d'ambassadeur connaît les mêmes problèmes que d'autres femmes moscovites? Absolument, absolument. Ils ont pourtant connu la belle vie, celle des privilégiés sous le régime soviétique. Depuis la retraite en 1995, ils ne peuvent plus s'offrir un restaurant et se déplacent uniquement en bus. Avec la crise, leurs revenus se sont effondrés et ils partagent les angoisses de toute une population particulièrement touchée, celle des personnes âgées. Nona discute les prix. Elle s'est refusée à faire des stocks, elle n'a pas voulu céder à la panique. Quelle impression ça vous a fait de voir ces files d'attente? Tristesse. Tristesse et le cœur crispé. Le cœur gros, le cœur crispé. Pour la première fois depuis le début de la crise, les prix ont pourtant baissé. C'est grâce à Primakov? Je crois pas. Grâce à l'espoir. À l'espoir que la crise va être réglée. Que nous aurions un gouvernement. Et peut-être un gouvernement intelligent. Il l'espère, mais sans illusion. Aujourd'hui, la Russie récupère même les symboles des rêves perdus de tout un peuple. Nous sommes ici devant l'une des nombreuses gares de Moscou, ces liens symboliques entre la capitale et ses provinces. Mais ces liens ont tendance à se distendre, tant il est vrai que Moscou fait figure de privilégié aux yeux des provinces. C'est elle, en effet, qui a le plus bénéficié des investissements étrangers, alors que les provinces, elles, voyaient leurs usines fermées les unes après les autres. Thierry Tuillier et Philippe Luzzi se sont rendus à Toula, à environ 120 km de Moscou. C'est son univers quotidien depuis 3 ans et son licenciement. Une déchetterie industrielle. Pour survivre, Sacha vient ici retourner la terre et creuse comme un damné à la recherche du moindre bout de métal qu'il espère vendre. Ici, tous les jours, je peux creuser pour 20 ou 30 roubles. Je ne peux pas trouver de travail. Les entreprises embauchent des plus jeunes que moi. 20 ou 30 roubles, c'est environ 10 francs avec lesquels il doit faire vivre sa famille. Pour lui, l'urgence en Russie tient en un mot. Avoir du travail pour pouvoir manger. Et que l'on nous paye à l'heure. Il y a pire encore que le sort de Sacha. À Toula, à 200 km de Moscou, la crise n'a pas fait de quartier. Chômage et salaires impayés les ont poussés jusqu'aux marges de la ville. Certains sont là depuis quelques semaines, d'autres depuis des années. Tous ont encore un foyer et une famille à nourrir. Je cherche de la viande, du pain et des bouteilles. C'est pour manger? Avant vous tourniez ça en Afrique, maintenant vous venez ici. J'ai honte pour mon pays. Ceux-là sont brisés et il faudrait beaucoup plus qu'un nouveau gouvernement pour leur redonner espoir. Ici, personne ne croit que les choses vont s'améliorer. Les usines ferment les unes après les autres. Et celles qui fonctionnent encore licencient. Même Toula Tchermed, un des fleurons de la sidérurgie russe, n'est pas épargné. En 2 ans, les effectifs ont été réduits de 25% et de nouveaux plans de licenciement sont déjà prêts. Ce serait une question de vie ou de mort pour l'entreprise. On doit désormais apprendre à vivre avec nos moyens. On n'a plus le droit de vivre à crédit.
Tula attend sans illusion les prochaines décisions politiques. La ville a payé un trop lourd tribut aux réformes libérales pour croire à des lendemains qui chantent. Alors Gilles Rabin, vous avez suivi toute cette crise politique et économique ici à Moscou, une crise qu'on ne sent pas tant que ça dans la ville. Il faut dire que cette ville est très belle, elle a été rénovée, elle s'est développée, et puis il fait un temps extraordinaire. Oui, c'est l'été indien qui commence, ici on l'appelle le printemps des jeunes filles. Mais vous savez, ça ne dure jamais très longtemps, après arrive l'hiver, et cette année en Russie il va être difficile et rigoureux, économiquement bien sûr et socialement. Car après la crise financière vont arriver les faillites en série, les fermetures d'usines et les licenciements massifs. La Russie va souffrir, d'autant que le gouvernement de M. Primakov sera un gouvernement de coalition allant de la droite à la gauche et que les ministres, les médecins appelés au chevet du pays malade ne sont d'accord ni sur le diagnostic ni sur les remèdes. Merci Gilles. Voilà, on arrive à la fin de cette page spéciale sur la Russie. Sans être exhaustif, je crois que c'est ce qu'il fallait dire ce soir à Moscou. Bonsoir. Bonsoir. Retour en France avec sur les Champs-Élysées la plus grande exposition aéronautique jamais réalisée en ville. Patrice Pelé, Manu Ribeiro. Sur la place de la Concorde, la pièce maîtresse de cette exposition, le Rafale. C'est vrai qu'au sol, il est aussi beau qu'en l'air. Le Rafale, c'est le chasseur le plus cher du monde, l'un des plus perfectionnés aussi. L'avion suit la pensée du pilote. C'est d'une facilité, pour un pilote expérimenté bien sûr, rare, puisque l'avion est toujours dans son domaine et optimisé pour restituer les meilleures performances par rapport à ce que lui demande le pilote. Très entouré, l'avion de Louis Blériot. En 1909, c'est l'exploit, la première traversée de la Manche. Blériot rentre dans l'histoire. On voit des appareils dont on a toujours rêvé quand on était gamin, tout à coup on les voit pour de vrai. C'est un peu du rêve de l'enfance qui est devenu réalité. La proximité avec les avions est la clé du succès de cette exposition. On pourrait presque toucher le tigre d'Eurocopter. Le voir si près donne envie de se mettre aux commandes. Ok, faire un tour, oui, je pense qu'ils vont avoir des bonnes sensations, c'est un peu comme le jet, comme le Rafale, quoi. À bord du Tigre, les sensations ne manquent pas. Dans sa catégorie, il est le seul à pouvoir effectuer ses figures. Ce champ d'aviation, c'est presque le salon du Bourget. Il faut une bonne paire de chaussures et, comme à l'armée, se fixer un objectif. Je suis venu voir toute l'exposition. Et surtout, ne ratez pas les seuls avions qui ne volent pas. De la ferraille soudée à coups de chalumeau par un artiste venu d'Argentine. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Le Congrès aux États-Unis décide à la très grande majorité la divulgation mondiale sur Internet du rapport mettant en cause Bill Clinton. Et puis la Douma a voté aujourd'hui l'investiture d'Eugeni Primakov. Le pays se dote d'un Premier ministre après plusieurs semaines sans gouvernement. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, et puis le point route, Valérie Maurice. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Anémone. Je vous retrouve demain dès 13h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Ce soir, prenez la bonne voie.